est avec nous, M. Zabi Frédéric, qui est éducateur familial et psychothérapeute. On va revenir sur la définition de la psychothérapie. La psychothérapie, c'est la science qui permet d'accompagner les gens, de les aider à résoudre les différents problèmes qu'ils ont par la parole, par la relaxation, par les méthodes qui sont différentes en fait de la médication, purement. Et c'est ce qui fait la différence avec la psychologie? La psychologie, la psychothérapie, c'est le psychothérapeute, c'est celui qui apporte des soins. Or, le psychologue, en général, il n'est pas obligé d'apporter des soins. Il y a des psychologues qui se recrutent en entreprise. Il y en a qui apportent des soins. Il y en a qui travaillent, qui sont des cliniciens purs, qui font des tests et tout ça. Donc, il y a des champs de variation dans le domaine global de la psychologie, en fait. Et ça n'a rien à voir avec la psychiatrie, avec laquelle on fait souvent des confusions. Parce que la psychiatrie, ça, c'est une branche de la médecine. C'est une spécialité de la médecine, en fait. Donc là, c'est un peu différent. Parce que là, le psychiatre, lui, il peut prescrire des ordonnances. C'est que le psychologue ou le psychothérapeute ne peut pas faire. D'accord. Très bien. Alors, on parle de la psychologie de l'enfant. On parle également de l'outil indispensable à l'éducateur. La semaine dernière, je posais la question de savoir qui est éducateur. Vous nous avez répondu un peu tout le monde. Toutes les personnes qui interviennent dans le processus qui mène l'enfant à l'âge adulte sont des éducateurs. Absolument. Absolument. Et c'est très important que ceux-ci puissent avoir des outils pour s'aider à aider les enfants en fait dans leur stade de développement. Parce que, vous savez, en matière d'éducation, la moindre erreur peut détourner à vie un enfant de son chemin initial. Je veux dire par là que quand un parent commet une petite faute, il ne se rend peut-être pas compte que c'est une faute, mais ça a des répercussions souvent qu'on ne peut pas rattraper ou bien qu'on rattrape très difficilement dans le processus de développement de l'enfant. Je prends par exemple des erreurs que les parents commettent quand ils amènent l'enfant par exemple à la maternelle à 3 ans. Et donc pas à la maternelle, 3 ans et demi, 4 ans, on emmène l'enfant au CP1. C'est une grosse gaffe. Pourquoi? De mon point de vue. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant n'a pas fini de se développer. Son cerveau n'a pas une certaine maturité. Et il y a des stades de développement cognitif, il y a des choses dont l'enfant n'est pas capable. Très souvent, les parents se basent sur les cas qu'ils voient autour d'eux, quelques cas de réussite. Où un enfant à 4 ans, il va au CP1, il fait bien ses études, il est brillant et tout ça. Ils voient ces cas-là et puis ils généralisent. Ils oublient qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Parce que le CP1, c'est un âge où on va normalement à partir de 6 ans. Ceux qui conçoivent les programmes scolaires, c'est des spécialistes en matière de psychologie, en matière de pédagogie. Ils ont tout conçu en fonction des stades de développement de l'enfant. Mais nous, on est beaucoup plus pressés que les techniciens. Et très souvent, on envoie nos enfants à 4 ans au CP1. C'est une gaffe. Mais le système éducatif, pourquoi est-ce qu'il le permet alors si c'est une gaffe? Le parent peut ne pas savoir, mais le système éducatif, ce sont les spécialistes. Regardez très bien, madame, dans quelle école ça se fait? Dans les écoles privées. Là où le parent a le pouvoir, c'est lui qui décide de l'orientation qu'il veut donner à son enfant. Mais dans les écoles publiques, l'âge qui est recommandé pour envoyer un enfant au CP1, c'est 6 ans. À 6 ans, on s'est dit l'enfant a un âge où son développement cognitif lui permet de faire certaines opérations. Parce qu'il y a plusieurs spécialistes qui ont parlé de développement, des stades de développement de l'enfant. Celui qui a parlé particulièrement, qui a développé la science de la psychologie de l'enfant en parlant de ses acquisitions affectives, c'est le fameux Sigmund Freud. Bon, en dehors de lui, il y a Jean Piaget qui a parlé de développement cognitif. Il y a d'autres auteurs comme les Wallons qui ont parlé d'autres aspects. Et donc, si on ne tient pas compte des stades de développement de l'enfant, ça veut dire qu'on va tout droit dans le mur. On méconnaît l'enfant, on peut le surestimer, on peut penser qu'il est capable de faire telle ou telle chose alors qu'il n'en est pas capable simplement. Pas parce qu'il refuse, mais parce qu'il n'en est pas capable. Voilà. Si vous me demandez de faire quelque chose qui n'est pas dans mes possibilités, je ne le ferai pas. Pas parce que je ne veux pas le faire, mais parce que je ne peux pas le faire. D'accord. Et quand on voit que l'enfant s'accroche ou bien que l'enfant réussit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être il a des capacités un peu supérieures à son âge, simplement. Un enfant qui a 4 ans, bon, il peut être exceptionnellement intelligent. Et donc, bon, on peut lui permettre certaines choses. Mais moi, le conseil que je donnerais, bon, c'est vrai que là, on est en train d'élaguer un peu les choses. Le conseil que je donnerais en cette matière particulière d'enseignement, par exemple, de mise à l'école de l'enfant à un certain âge, le conseil que je donnerais aux parents,
c'est de regarder comment le système en français, par exemple, est en train d'opérer aujourd'hui en créant les classes spéciales qu'on appelle les CPU, qui regroupent en fait le CP1 et le CP2. Parce que le CP2, en général, c'est une amélioration du CP1. Oui. Donc, il n'y a pas d'acquisition véritablement nouvelle qu'on fait au CP2. On améliore juste ce qu'on a appris au CP1. C'est en classe de CE1 qu'on apprend des choses totalement nouvelles qui n'ont rien à voir. Donc, on peut très bien se passer de la classe de CP2. Ça veut dire que au lieu de mettre un enfant à 4 ans au CP1, laissez-le faire ses classes maternelles normalement. Quand il finit les classes maternelles, quand il va se retrouver au CP1, s'il est particulièrement brillant, vous pouvez le faire passer au CE1. Voilà. Mais et sinon, pourquoi même on est pressé de faire courir l'enfant? Je peux vous dire pourquoi. Parce qu'on a l'impression qu'on lui fait gagner du temps. On a l'impression qu'il a besoin de ces années-là un peu plus tard, où les choses seront plus corsées par rapport aux différents examens. C'est l'impression que le parent a. Grave erreur. Grave erreur du parent. Parce que c'est tant qu'il a l'impression de gagner, il peut très bien le perdre à terme. Pourquoi? Parce que dans le stade de développement de l'enfant, il n'y a pas que les connaissances intellectuelles qui comptent. Il y a la maturité même de l'individu. Il y a des choses qu'il doit apprendre à certains moments de la vie. Quand ces choses-là, il ne les apprend pas, c'est raté pour de bon et pour de vrai. Je prends l'exemple d'un enfant qui arrivé au stade du complexe d'Oedipe, qui se situe généralement entre 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, 6 ans pour certains qui sont un peu tardifs. À cet âge-là, il y a des choses que l'enfant a besoin d'avoir. Il a besoin d'avoir la présence de son père, il a besoin d'avoir la présence de sa mère et de faire son complexe à lui. C'est-à-dire de créer, en fait, de s'inscrire dans ce mythe qui dit que... C'est-à-dire l'enfant, le garçon, idéalise sa mère. Il idéalise sa mère et il a tendance à un peu, si vous voulez, à tuer en griffe le père. Il est jaloux du père. Très jaloux du père. Il n'a pas envie qu'un homme tourne autour de sa mère. Et c'est pareil pour les petites filles également. Et à cet âge-là, c'est des choses qu'on doit vivre. Parce que si on ne les vit pas, ça nous rattrape. Et donc, le développement de l'enfant, ce n'est pas que les connaissances intellectuelles. C'est tout cela. Un enfant, il a besoin, par exemple, d'être latéralisé. Vous voyez des adultes, on lui dit, il est dans sa voiture au volant, on dit, tourne à droite. Et il a tendance à aller vers la gauche. Parce qu'il n'a pas appris à être latéralisé quand il était plus petit. C'est des choses qu'on apprend à la maternelle. Donc, quand vous faites l'économie de la maternelle à votre enfant, ça veut dire que demain, il pourra difficilement reconnaître sa droite de sa gauche ou différencier sa gauche de sa droite. C'est des acquisitions qu'on fait. Il y a des parents qui me disent souvent, mais moi j'ai grandi au village, c'est des choses que je n'ai pas eu à faire à la maternelle. Moi je leur retoque, c'est une erreur de considérer les choses comme ça. Parce que même au village, quand on va au champ, quand la petite fille a la cuvette sur la tête, elle apprend à être équilibrée. Il y a des choses qu'elle sait faire que les femmes même de la ville ne savent pas faire. Ça veut dire que c'est juste le cadre qui a changé. Sinon, les activités physiques sont les mêmes. Au village, que ce soit au village, que ce soit en ville, c'est les mêmes choses qu'on apprend. D'accord. Alors, vous avez réussi à catégoriser les choses et puis classer les grandes familles par rapport au développement et à la psychologie de l'enfant. Mais juste avant ça, c'est vrai que c'est un peu des digressions, mais ça concerne tellement tout le monde sur les erreurs que les parents commettent. Je voulais vous demander, par exemple, il y a plusieurs enfants, et puis le dernier enfant, le petit garçon, il a, disons, 3 ans. Donc, il marche correctement, bien évidemment. Même un peu moins de 3 ans, il porte encore des couches. Alors, tous les autres vont à l'école, et le matin, il a envie de suivre les autres à l'école, mais il n'est pas inscrit. Alors, moi, en tant que parent, mon réflexe aurait été de me dire, bon, plutôt que la journée, je suis au travail, le papa aussi au travail, plutôt que la journée, l'enfant reste avec le personnel de maison, je préfère encore le mettre à la garderie. Comme ça, au moins, il se frotte à l'environnement et tout. Il va comme les autres avec son sac, avec ses couches là-dedans. Et je me dis qu'il est mieux encadré qu'avec le personnel de maison, de 1. Et de 2, il s'ouvre. Et est-ce que c'est une bonne attitude? Parce que du coup, on remet beaucoup de choses en cause sur les erreurs que l'on commet. Est-ce que c'est une bonne attitude de pousser l'enfant très tôt dans l'environnement scolaire? Ça devrait être une bonne attitude si toutes les conditions étaient réunies. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Ça me donne là l'occasion d'interpeller à la fois les populations, à la fois l'État. Ça, c'est les populations, pourquoi? Parce que c'est une grande porte qui est ouverte sur le milieu de l'emploi. Aujourd'hui, les crèches, ça n'existe pratiquement pas. Ça existe comme ça de façon parcellaire, mais c'est un corps de métier. C'est des opportunités de travail que les gens peuvent créer. Ils peuvent se créer des crèches
pour accueillir les enfants qui sont en bas âge, pour les parents qui sont occupés, et leur donner une éducation saine. Et ça m'amène à interpeller également l'État. Il faut qu'on forme le personnel éducatif pour pouvoir encadrer les enfants dans ces crèches-là, pour leur donner des outils scientifiques pour pouvoir travailler. Pas qu'on fasse les choses de façon, si vous voulez, un peu anarchique, de façon sans science. Voilà, il faut que l'État joue son rôle en formant le maximum de personnes. Pas forcément que l'État les emploie, mais que l'État les forme et qu'eux-mêmes, ils se creusent la ménage pour se dire, ben, voilà une opportunité de travail. Moi, je peux créer une crèche, par exemple. Voilà. C'est une très bonne chose, madame, de confier l'éducation de son enfant à des gens qui sont outillés pour le faire. Parce que ne pas le faire de cette façon-là, c'est exposer l'enfant à beaucoup de dangers. Beaucoup de dangers, parce que celui qui éduque, c'est celui-là qui est censé apporter de la valeur à votre enfant. Quelle valeur il apporte? C'est ça. Quelle valeur cette personne a? Bon, on ne donne que ce qu'on a reçu. Donc, si cette personne n'a rien, c'est le rien là qu'elle va communiquer à votre enfant. Et vous allez dire plus tard, je ne reconnais pas mon enfant. Ce qu'il devrait dire normalement, c'est que je ne connais pas mon enfant. Parce que vous ne l'avez jamais connu. Vous n'avez pas le temps de le connaître. Vous ne vous donnez pas le temps. Et même les moyens même de le connaître. Donc, il faut que les choses changent. Il faut que les choses évoluent. Qu'on tienne compte du fait qu'un enfant, la société elle-même a commencé la société, elle, de toute façon, a toujours continué. Quand je vous écoute parler, j'ai l'impression que vous êtes fait pour l'environnement européen, occidental. Je m'explique. Quand je vous écoute parler, tout de suite m'a traversé à l'esprit le fait que l'État devrait payer pour que la mère reste à la maison. Parce que la difficulté de la vie aujourd'hui fait qu'on a beau aimer ses enfants, on se dit qu'il faut qu'on travaille pour leur donner un environnement, enfin l'argent. C'est l'argent qui guide le monde aujourd'hui, c'est la réalité. Mais quand on vous entend parler, en tant que mère, on est interpellé, parce que vous nous rappelez qu'on n'a jamais le temps de s'en occuper. Et quand vous avez dit ça, je me suis sentie concernée, et j'ai voulu vous dire, d'accord, mais il faut bien travailler pour les nourrir. Mais d'un autre côté, je vois que dans le système européen, les choses sont faites de telle sorte à ce que la mère ou le père, ça dépend de ce que le couple choisit, un des deux reste, et puis la personne est valorisée, la personne est payée, parce que c'est normal qu'un parent soit auprès de l'enfant pour son éducation. Donc j'ai l'impression que vous êtes fait pour ce genre d'environnement. Premièrement, je dirais Eureka. On est en plein dans le mille par rapport à ma vision de la chose. L'État de Côte d'Ivoire devrait jouer son rôle à ces niveaux. Ce n'est pas forcément de la copie servile, non, c'est simplement la reconnaissance de certains rôles sociaux. Une femme, un homme, c'est d'abord et avant tout des éducateurs. Quel est l'individu qu'on veut pour notre pays dans un certain délai? Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est quand on a en ligne de mire ce type d'individu, on organise les choses en fonction. Et on se dit, moi, j'ai envie d'avoir des gens qui sont matures, des gens qui sont responsables dans 10 ans, dans 20 ans, dans mon pays. Et par rapport à ça, je dois leur déjà donner les outils qu'il faut pour que ce soit des gens bien demain. Et pour le faire, il faut que les parents soient là pour jouer leur rôle. Et donc, l'État devrait accompagner les gens. Comme cela s'est fait si bien, vous l'avez dit, comme cela s'est fait si bien en Europe. Il y a des congés. Comment on appelle ça? Ça a un nom qui m'échappe un peu, où on prend une année sabbatique pour sabbatique. Voilà, et on vous donne avez la mère au foyer qui reçoit des allocations. Des allocations, voilà, et on ne lui donne pas certainement l'entièreté de sa solde, mais on lui donne une partie pour qu'elle reste à la maison dans les premiers moments de la vie de l'enfant. Parce que c'est l'essentiel. J'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'un enfant, sa vie se construit entre 0 et 6 ans. Si on a raté ce virage-là, tout le reste, c'est du rattrapage qui est difficile dans ces conditions. Donc, entre 0 et 6 ans, il faut vraiment permettre aux gens de pouvoir assumer leur rôle. Ça, c'est vraiment... voilà, mais sinon, madame, je voulais vous dire, mes pieds sont profondément ancrés à Manfla, dans mon village, et ma tête, certainement, est un peu en train de tourner dans le monde, c'est vrai. Mais j'adapte les choses qui se passent ailleurs au contexte purement africain. Africain, d'accord. À ce stade de cette discussion très intéressante et très enrichissante, vous en convenez avec moi, nous allons faire une courte pause à la discrétion de Christelle Akusa et revenir, je vous rappelle notre thème, la psychologie de l'enfant, l'outil indispensable de l'éducateur.